10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Et comme ça, on est reparti les amis. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On lance la semaine et là on est véritablement lancé. La saison 2026-2027, elle a repris, je dirais vraiment ce week-end avec beaucoup de matchs. J'ai regardé beaucoup de foot. J'étais beaucoup devant ma télé avec ma petite Max sur moi. Et oui, on a fait lundi dernier, c'était mon avis sur le mercato du PSG, c'était PSG et Arsenal. Petite preview des saisons du Paris Saint-Germain et d'Arsenal, les deux finalistes de la dernière Ligue des Champions. Promis, je fais le Barça bientôt, je pense, mixé avec Chelsea. Mais aujourd'hui, je me disais, Real et City. Deux clubs que j'ai regardés ce week-end, deux clubs, deux méga clubs qui se sont beaucoup joués ces dernières saisons. Je veux dire, les 3 dernières saisons en Champions, on a eu des Real City et à chaque fois, ça a tourné à l'avantage du Real. Ces deux méga clubs qui ont changé de coach cet été et qui ce week-end, pour parfaire la symétrie, l'ont tous les deux emporté 2-1 dans le temps additionnel, dans la souffrance, péniblement. Beaucoup de choses à raconter sur les deux, donc installez-vous bien. On change un petit peu la formule, vous avez vu visuellement. Je tente des petits trucs, on expérimente un petit peu en ce début de saison 26-27, c'est le moment. Et c'est le moment pour parler de Manchester City. Alors, j'ai genre 800 pages de notes là sur City, je travaille dessus depuis des jours. Et j'ai, je pense, réussi à condenser ça en 5 questions pour City. La première, elle est évidente, c'est post-Pep. Est-ce que le défi de Maresca est juste possible? Est-ce que succéder à Guardiola, avec succès, c'est possible? Il a complètement transformé son sport et la Première Ligue. En 10 ans à Manchester City, a remporté 6 fois le championnat, une Champions aussi. C'est le City des formidables, Formidables, ceux qui ont gagné 4 titres domestiques. C'est le City du treble en 22-23. C'est le City des centurions des 100 points. Est-ce que c'est possible de juste être à la hauteur de ce que Pep a bâti? Alors les comparatifs historiques, Maresca les a mentionnés dans sa conférence de presse d'intronisation il y a quelques semaines, quand il dit, bah ouais, après Sir Alex, après Arsène, c'est difficile de succéder, et c'est effectivement, on est sur du post-Ferguson, post-Wenger, au moins pour succéder à Pep Guardiola. Donc les comparatifs historiques montrent la difficulté de la tâche. Il y a de la pression, parce que les standards de City sont très élevés. Ça fait aussi, au-delà des titres, ça fait 16 années consécutives que ce club est qualifié en Ligue des Champions, alors qu'il joue dans le championnat le plus compétitif et le plus difficile du monde. Mais on peut dire aussi, même s'il y a beaucoup de pression, elle est moins forte qu'elle aurait été il y a quelques années. City sort aussi de 2 saisons sans Première Ligue, 3 saisons consécutives sans dernier carré de Champions, la faute au Real, comme on l'a vu à chaque fois. Et je dis, t'arrives post-Pep, c'est pas pareil d'arriver post-Pep en 2026 qu'en 2023 par exemple, ou en 2018. Pep Guardiola à City, au bout de 10 ans, moi j'ai vu le documentaire là qui est sorti, les 4 nouveaux épisodes sur Amazon Prime, là, la forme de saison 2 un peu du All or Nothing, qui s'appelle Beautiful Obsession. J'ai regardé ça l'autre jour. J'adore Pep, hein, vous savez, j'ai une plaque dans le bureau, et tous les jours en rentrant, mon admiration pour Pep est présente, mais je l'ai trouvé un peu grillé sur la fin. Mentalement pas très lucide, pas très convaincant, je trouvais, dans le vestiaire. Le truc du divorce, etc., force à lui et soutien à lui, mais je trouve pas que c'était le bon fil sur lequel tirer, et je pense pas que cette corde ait particulièrement vibré, résonné auprès de son vestiaire, même en général, je trouve un peu, ouais, sur la fin, est-ce qu'on peut dire, ou en tout cas, qui a besoin d'un grand moment de repos. Donc Maresca arrive aussi à ce moment-là, et c'est peut-être un relatif bon moment pour arriver. C'est pas exactement peut-être pareil que de succéder à Ferguson en 2013, et il y a aussi des particularités club à City, on va en discuter. Mais bon, ça, disons que c'est une première partie de répondre à cette question, est-ce que le défi est possible? Répondre, succéder à Pep, est-ce que c'est possible? La deuxième partie de cette question, c'est est-ce que Maresca, lui, est l'homme de la situation? Peut-être que ce serait possible pour un autre. Est-ce que c'est possible pour Maresca, qui, je vais dire, est un bon coach, a fait de bonnes choses à Chelsea quand même, les a qualifiés pour la Champions, une saison où il termine top 4 de PL, remporte la Conference League, ok, c'est juste la Conference League, mais derrière la Coupe du Monde des clubs aussi, et là c'était particulièrement convaincant, notamment le match contre le PSG, on se souvient.
Il a fait de bonnes choses, il a promu Leicester aussi à l'époque, champion de Championship avec Leicester. Ça s'était moins bien passé à Parme et ça s'est très mal fini à Chelsea. Je vais dire, il me fait un petit peu peur quand même. Et le tempérament, faut voir si ça va prendre vraiment avec le vestiaire sur la durée. Je veux dire que c'est pas un coach top 10 mondial. Bon coach, mais pas un coach top 10. Est-ce que c'est suffisant pour succéder à Pep? Et la force d'inertie, on va dire, de ce que Pep a construit, succéder à Pep, c'est profiter de beaucoup du travail de Guardiola. Mais ça va durer qu'un temps. Et pour le coup, je trouve que Maresca l'a plutôt bien identifié. You need to evolve, encore plus en Première Ligue, où la méta est constamment en train de changer. Le besoin d'évolution pour Maresca à City, il est crucial. Et peut-être qu'un slot dans la continuité de Klopp, qui est aussi un bon comparatif, qui n'a pas été mentionné par Maresca en conférence de presse, peut-être parce que Slot a gagné le titre juste après Klopp et ses 9 ans de Klopp à Liverpool. Mais ouais, peut-être que c'est possible de profiter un petit peu de cette force d'inertie qu'est laissée, de ce mouvement, de ce qui a été bâti. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à trouver d'autres réponses. Et je pense qu'il va falloir trouver d'autres réponses très très vite. Parce que la deuxième question, c'est, ok, on a dit post-Pep, il y a un gros défi, mais post-Rodri. C'est pas seulement l'empereur qui part, Pep Guardiola, il y a aussi toute la garde prétorienne qui s'en va avec. J'ai vu l'autre jour, hier, ce week-end-là, contre Bournemouth, départ de Rodri, aussi départ de Bernardo Silva, départ de John Stones, départ d'Ake. Au total, c'est sur les 10 joueurs vendus par Manchester City cet été, 1302 matchs de Première Ligue, les 10 cumulés, et beaucoup pour Rodri, beaucoup pour Bernardo, bien sûr, beaucoup pour Stones, qui s'en vont. Il y a un énorme changement de la garde côté Manchester City et nulle part plus qu'au milieu où le départ de Rodri, vraiment, on l'a vu juste sur les dernières saisons, quand Rodri se blesse, c'est tout City qui coule et la saison post-2023, justement, après ce magnifique triplé, quand il se blesse, très compliqué, surtout 24-25, je voulais dire, pas 23-24, 24-25, la blessure post-Euro, très très compliqué pour City cette année-là. Donc on sait que c'est difficile, et oui, ils ont pris Elliot Anderson, ils ont recruté Elliot Anderson en posant un sacré billet, 135 millions sur Elliot. Est-ce que ce sera suffisant et qu'est-ce qu'ils construisent au milieu de terrain? J'ai vu contre Arsenal dans le Community Shield un match complètement raté et qui m'avait un petit peu inquiété pour ce nouveau City. Mateo Kovacic, associé à Anderson, on l'avait pas vu depuis un moment, c'était pas top. Et j'ai vu contre Bournemouth, alors ça c'était méga intéressant, Marc Guéhi est véritablement au milieu. C'était pas le cas sur la compo d'avant-match, mais oui, si. Il a joué, effectivement, c'était Rico Lewis, bien sûr, qui mettait au milieu, normal. Marc Guéhi, vraiment, milieu. Et c'était un vrai milieu dans ce match. Il est là dans le double pivot, aux côtés d'Elliot Anderson, beaucoup de 3-2-5, 3-1-6, beaucoup de cette structure à 3+2 ou 5+5, on va dire, pour Maresca, qu'on connaît bien à Chelsea et qui est un petit peu dans la mouvance guardiolienne aussi. Elliot Anderson, Guéhi, c'était vraiment une ligne plus haut que les vrais défenseurs, entre guillemets, que, par exemple, Gvardiol et Ruben Dias. Bon, Elliot Anderson décrochait beaucoup aussi, même si là, il est ici, aux côtés de Guéhi. Mais Guéhi, dans cette position de double pivot, de véritable milieu reculé, presque dans le Rodri rôle, c'était intéressant à la construction. Ça amenait à des choses quand même assez bizarres. Du coup, s'il est une ligne plus haut, il y a des moments où l'espace est dans le dos, et on a vu de ce City, je trouve, le match il est très intéressant. Dans l'ensemble, mon niveau de conviction sur ce Manchester City, après ce match, ok, c'était pas extraordinaire, mais il y a peut-être les prémices de 2-3 choses intéressantes. J'ai trouvé ce City extrêmement liquide, oui, un peu henriquien, et avec, du coup, Guéhi dans ce double pivot qui faisait des appels dans le dos comme ça. Ici encore, je sais pas si c'est vraiment la meilleure utilisation des qualités de Marc Guéhi, mais en vrai, il s'en est plutôt bien accommodé. Ici, relais avec Foden, par exemple, et du coup, il va chercher le dos de la ligne de Bournemouth. Il est trouvé sur ce long appui, et en vrai, son centre en retrait pour Haaland est très très dangereux. Ça fait méga occasion pour Erling, qui n'a pas été en réussite dans ce match, ça, à la 75e minute. Donc, franchement, le match de Guéhi, au début, je me dis, oula, qu'est-ce que Maresca est en train de faire? Et après, au-delà de son but sur corner, qui est anecdotique par rapport à son placement, c'est bien pour lui pour la confiance, mais anecdotique par rapport au choix de Maresca, sur le 2-1, c'est aussi lui le pré-passeur décisif pour Ryan Cherki. En vrai, je l'ai trouvé assez intéressant dans ce registre. Alors, je pense pas que c'est ce que je veux voir dans l'absolu, et apparemment, ce matin,
City est en train de ficeler, oui, le transfert d'Ayoub Boadi, ce que je trouve est une excellente chose. On l'a vu à la Coupe du Monde à quel point il est bon. Très, très, très bonne chose pour City. Boadi, Anderson, est-ce que c'est ton double pivot titulaire d'emblée? Boadi est encore très tendre, bien sûr. Il y a peut-être une saison où il faut monter en compétences et Guardiola, par exemple, le mettrait au frigo quelque temps, le temps d'apprendre le système, etc. On ne verrait pas Boadi titulaire pendant un an si c'était Pep en 11 là. Mais avec Maresca, peut-être différent. Très intéressant. J'aimerais quand même les voir faire une pièce en plus, je crois. On entendait à un moment beaucoup parler d'Adam Wharton. Apparemment, ça s'est refermé. Palace, pas chaud à vendre. Ça aurait été pas mal pourtant, je trouve. Et j'entendais parler très légèrement, mais ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu ça. Pour moi, ce serait un grand, grand oui. C'est Manu Koné, qui pour moi fonctionnerait complètement dans ce que ce City, plateforme basse, avec Elliot Anderson, cherche à faire. Elliot Anderson, un peu plus protecteur, gelon. Manu Koné, un petit peu plus de mobilité, de liant à l'intérieur, de verticalité par la passe, aussi par le premier dribble, d'effacement, etc. Une forme un peu de Ryan Gravenberch, mais différent aussi. Vraiment double pivot Manu Koné, j'aime beaucoup. S'il faisait un Wharton ou un Manu Koné en plus de Ayoub Boadi, j'ai pas l'impression que c'est la tendance, mais peut-être une prise en plus au milieu. Je serais plus confiant sur leur capacité à gérer, donc oui, le post-Rodri, qui est extrêmement important. Troisième question, la force réelle de l'institution City. Je pense qu'on va le voir là. Pep s'en va, oui, mais l'état-major reste. Khaldoun Al-Moubarak, Ferran Soriano, qu'on voit ici. C'est un Manchester City de calme, de sérénité, de patience. Et c'est très différent du coup de par exemple le post-Ferguson où quand Fergie s'en va en 2013, le CEO David Gill s'en va aussi quelques mois plus tard à peine. Donc il y a un chamboulement complet à Manchester United à cette époque-là. Là, oui, Guardiola est une décennie de Guardiola, ça ne va pas être si facile de s'en remettre, mais l'état-major, la structure fondamentale reste, et même avant Pep, je pense que c'est intéressant de le voir, même avant les 3650 jours de Pep Guardiola sur un banc de touche, ses 593 matchs, sa décennie, Pellegrini, Roberto Mancini, les deux cumulés étaient restés quand même 7 ans sur le banc de City. Ça fait 17 ans que City tourne sur 3 coachs. Il y a 2 matchs intérimaires de Brian Kidd, mais 3 vrais coachs pour City depuis quasiment 2 décennies. C'est un club qui, depuis l'arrivée des Émiratis, est extrêmement stable, est patient, prend le temps, est capable, peut-être aussi parce que sa fanbase, je pense, est moins difficile à manager que d'autres, et a plus de patience. Par exemple, est capable de donner à Pep beaucoup plus de temps que d'autres peut-être, parce que sa première année, elle était ratée à Pep. Guardiola en 1, ça termine 3e de Première Ligue, c'est éliminé en 8e de Champions par l'AS Monaco du jeune Kylian Mbappé. C'était pas ouf la première année de Guardiola. Donc voilà, cet environnement global de Manchester City est peut-être capable d'amener la patience, la stabilité, la sérénité qu'il faut à un Maresca pour tenter, se tromper, bifurquer, revenir, et peut-être que ça va changer pas mal de choses pour Pep, pour Manchester City, et peut-être que ça fera la différence, oui, effectivement. On verra s'ils sont capables si le bateau City est capable de naviguer la tempête, qui sera là forcément à un moment, mais je pense que c'est un environnement qui peut protéger Maresca et qui peut faire que oui, peut-être ça marche, mais avec un petit peu plus de temps. Ok. La force réelle de l'institution City, en tout cas, va être mise à l'épreuve. Est-ce que c'était Guardiola ou est-ce que c'était quelque chose d'autre? C'est les deux, bien sûr, mais à quel point est-ce que l'institution City est forte? Le 4e point pour moi, c'est du coup, dans cette saison de véritable transition, quels sont les leviers à activer pour survivre et plus encore? Et on va poser à la fin la question, c'est quoi une saison réussie? Qu'est-ce que City doit viser, peut viser? Mais les leviers à activer, je vais dire le premier, il est clairement offensif. J'ai mis l'ami Erling ici. C'était pas le problème l'année dernière, 35 buts, Première Ligue plus Champions cumulés. Donc lui, il a répondu présent. J'ai été surpris de le voir dans le documentaire, le nouveau, à ce point-là, leader dans le vestiaire. Bizarrement, je ne l'imaginais pas prendre autant la parole, mais mine de rien, il est là depuis un moment. Et c'est, oui, un mec qui, City, l'année dernière, a marqué seulement 77 buts. C'était quand même la meilleure attaque de Premier League. C'est un paradoxe, mais 77 buts pour City, historiquement, c'est assez bas. Et 35 buts encaissés,
C'est plus que Arsenal qui était à 27, mais il y a eu des saisons champions de City avec des gros totaux de points à 33, 34 buts encaissés. Pour moi, c'est pas tant que ça le problème. Je pense offensivement, City nous a plus habitués à des attaques, des saisons à 90, 100 et quelques buts. Il y avait un petit problème offensif. Haaland doit être le leader complet de cette nouvelle équipe de Maresca, aussi parce qu'il a le plus gros statut. Il vient de prolonger, c'était il y a un an à peu près, un an et demi peut-être, prolongé jusqu'en, oui, 2034. Le mec, il est encore là pendant encore 8 ans. Et c'est un contrat à 50 millions cumulés, 30 et 32 millions d'euros annuels fixes, plus 21 de bonus, je crois beaucoup atteignables. Donc il a un méga contrat, il a un contrat NBA. 53 millions par an si les bonus sont atteints sur encore 8 ans. Si je me trompe pas, ça fait genre 400 millions. Non, peut-être je me trompe. 8 fois 50, non, c'est ça 400 millions 400 millions pour Erling Haaland sur l'étendue de son contrat. Donc oui, il doit répondre présent. Je me fais pas trop de soucis, même s'il a plutôt raté son match contre Bournemouth, avec 2 méga occasions notamment, qu'il n'a pas converti. Mais ouais, Haaland version cheveux courts et attendu au tournant. Il faut qu'il soit là pour que City fasse une bonne saison. Bien sûr, ça c'est évident. Sur le secteur offensif, le reste du secteur offensif, bon, il a raté sa Coupe du Monde, je dirais. Jérémy Doku, malgré le bon parcours de la Belgique, je l'attendais beaucoup plus haut. Par contre, le Doku du début de saison dernière, notamment à City, je trouvais ça excellent. Donc ça, c'est pas mal. Et je dois dire que j'aime beaucoup Antoine Semenyo. Et encore une fois, contre Bournemouth, j'ai trouvé très bon Antoine Semenyo. La percussion qu'il amène, les 2 pieds, la qualité de finition, la force de frappe. Marmouche va être vendu apparemment, Savigno aussi. Cher, hein, franchement. Ils en tirent un bon chèque s'ils les vendent à Tottenham. Surtout Savigno, je trouve. Que j'aime bien dans l'absolu. Mais on parle de genre 85 millions, 90 millions, un truc comme ça. Mais Semenyo, c'est top. Haaland, c'est top. Doku, normalement, c'est top. Et moi, j'ai une vraie question. Phil Foden, qui cet été-là, juste fin juillet, il y a quelques semaines à peine, a prolongé jusqu'en 2030. En 2024, c'était quand même le joueur de l'année Première Ligue. C'était ce joueur extraordinaire de dernier tiers qui avait planté 6 buts extérieurs de surface, qui était le deuxième joueur qui tirait le plus à Manchester City derrière Erling Haaland, qui était un peu ce scalpel de dernier tiers qui trouvait les petites poches d'espace avec les bons contrôles orientés, qui était un vrai danger à la finition. Saison dernière, Foden, 0 minutes contre le Real Madrid dans ce tour à élimination directe de Champions, et pas sélectionné par Tourelle pour la Coupe du Monde. Le déclin, la dégringolade complète de Phil Foden depuis 2 ans. Est-ce que là, il rebondit? Est-ce que Foden sous Maresca, c'est pas ça le facteur X? Est-ce que c'est pas celui qui a le plus gros coup à jouer cette saison à Manchester City? Ou est-ce qu'il va pas être éclipsé par Ryan Cherki, qui déjà là contre Bournemouth? Et je dois dire, Foden, il y avait 2-3 prises de balles intéressantes, mais sur la passe qui suivait, c'était trop long. J'ai pas adoré le match de Foden contre Bournemouth. Et dommage, parce que j'ai vraiment envie de poser 2-3 pieds sur lui et que ce soit sa saison, etc. Et après, on a vu l'entrée de Cherki. Et ok, bah ça, c'est un game changer. Et les occasions, il termine, je crois, dans ce match en 30 minutes à 4 occasions créées, beaucoup de ballons surface touchés, surtout dans les 30 mètres, et ce délice de ballon servi pour Gvardiol, qui finit très bien aussi dans la surface, mais magnifique. Poche d'espace trouvée, c'est les poches d'espace qui sont les plus difficiles à trouver, ces ballons zone 14 là, encore plus en première ligue moderne, et Cherki, bah, c'est Cherki. Et du coup, est-ce que c'est pas une situation de 2 pianistes pour un seul piano, Foden Cherki? Est-ce que c'est pas un peu de Aymar Riquelme ou de Totti Del Piero? Et si je dois choisir un des deux, dans une forme de 4-2-3-1, ou en tout cas il y a vraiment un seul 10, un seul pianiste au piano, pour moi ce sera Ryan. Et Cherki 2026-2027, très intéressant. Enfin, je dirais sur les leviers à activer, notamment sur le secteur offensif, les coups de pied arrêtés. En but sur coup de pied arrêté saison dernière en Première Ligue, bon, but marqué, Arsenal est large premier à 23, et but encaissé, ils sont aussi premiers à égalité avec Brighton à 7. Arsenal sur coup de pied arrêté, ça fait un différentiel de 16, ils étaient absolument monstrueux. 3,7 XG encaissé sur coup de pied arrêté seulement. 3,7 seulement. Manchester City, 8, pas trop mal. Mais 12 buts encaissés sur coup de pied arrêté, sous-performance là-dessus. Que ce soit en but marqué,
Sur CPA, City est la 14e saison dernière, pas ouf. Et en but encaissé 8e. City doit progresser sur les coups de pied arrêtés. Et j'ai un petit doute là-dessus parce que donc ils ont gardé leur coach des coups de pied arrêtés. Ils ont changé quasiment tout le staff, mais ils ont gardé l'entraîneur des gardiens et l'entraîneur des coups de pied arrêtés. Gardien à vérifier, il me semble, oui. Mais l'entraîneur des coups de pied arrêtés, James French, qu'ils avaient pris l'année dernière. Et Maresca sur coup de pied arrêté, c'est pas ouf. Chelsea, c'était encore pire que City. Donc, à voir. Mais il y a un vrai levier ici. Et dans la première ligue moderne, la première ligue de 2026-2027, même si les règles ont changé, c'est intéressant. Peut-être. Franchement, il y a une vraie discussion si c'est avantage à la défense ou à l'attaque. Les accrochages sont moins permis, on pourrait penser avantage à l'attaque, mais les écrans sont moins permis aussi, on pourrait penser avantage à la défense. Tu peux plus aussi autant serrer le gardien, etc. Ça, c'est peut-être avantage à la défense. On verra l'évolution des coups de pied arrêtés cette saison en 2026-2027. Très intéressant, mais City a clairement une zone de progression forte, un axe très fort là-dessus. Et donc, enfin, j'ai ma question finale sur Manchester City. C'est quoi une saison réussie? Vraie question, je trouve pas facile à trancher, plus facile à trancher pour le Real, on y arrive, mais pour City, je dirais que finir top 2, c'est pas important en Première Ligue, parce que la Champions, c'est jusqu'à la 4e place et souvent la 5e, donc, et qualif direct en plus, donc finir top 2, est-ce que c'est vraiment important? Mais dans l'idée, je trouve que la Première Ligue est encore un petit peu molle cette saison. C'est qui vraiment le concurrent de Manchester City pour la 2e place? C'est ce Liverpool d'Iraola, ok, qui fait un mercato intéressant, ok, mais encore une fois, hier contre Newcastle, qui m'a pas convaincu. Je trouve que c'est une équipe à 60 points en saison dernière qui part avec de grosses lacunes à la base. Est-ce que c'est Manchester United que j'ai regardé contre Hull aussi samedi 13h30? Est-ce que c'est encore une saison difficile pour United? Est-ce que Carrick peut vraiment les relever? Il y a de vraies questions. Chelsea joue ce soir. Très curieux de voir le Chelsea de Xabi Alonso ce soir. Ok, peut-être eux peuvent être dans cette conversation, mais Chelsea, et je le sais bien, on se brûle souvent sur City, sur Chelsea, il faut faire attention. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si le top 2, il n'est pas du tout obligatoire comptablement, on va dire, niveau aller chercher les objectifs, la Champions, etc., la 17e qualification d'affilée en Champions, je crois quand même qu'ils doivent faire top 2 pour qu'on considère ça réussi domestiquement. Et pour moi, Arsenal a beaucoup d'avance pour le titre. Pour moi, c'est mon favori de très loin, Arsenal. On a montré les cotes la dernière fois. Ils sont favoris, mais la cote est supérieure à 2 encore sur Wina. Et je la prendrai tous les jours. Je crois qu'Arsenal va gagner le titre. Je dirais même confortablement. Je pense que tout le monde part d'assez loin. Et City contre Arsenal doit un peu réexister. C'est que, on a vu le Community Shield, et c'est que 2 victoires de City sur leurs 9 derniers matchs contre les Gunners. Peut-être qu'on le verra en Champions cette saison. Un petit Arsenal City en Champions, quart de finale de Champions comme ça. Je serais assez preneur. Et justement, la Champions, c'est peut-être là que Maresca a la possibilité de réussir véritablement son mandat, son début de mandat, et se différencier un peu de Pep. Ça semble assez fou parce que, ok, Guardiola, plus grand coach de l'ère moderne, a gagné 3 Ligues des Champions, et pourtant, la Champions, tu peux presque considérer que c'est une sorte de faiblesse de son résumé. Par rapport à tout le reste, on n'a gagné qu'une seule en 10 ans à City. Voilà, les 3 dernières saisons, aucun dernier carré, etc. C'est là qu'il y a une possibilité peut-être. Pour un coach qui... Est-ce que c'est un coach de coupe? C'est dur à dire pour l'instant, mais ça s'est bien passé avec Chelsea, la Coupe du Monde des clubs, la Conference League. Ok, il y a peut-être quelque chose à chercher en Champions pour City. Une demi-finale, oui, retourner dans le dernier carré. Pour moi, ça voudrait dire saison réussie s'il y a effectivement un top 4 de Première Ligue et a fortiori un top 2. Mais je pense que la réussite globale, au-delà des objectifs, c'est stabiliser City post-Pep, mais surtout, parce qu'à mon avis, la stabilité, elle sera là institutionnellement, semer des graines. Rebâtir une ossature dans une saison qui est post-Pep, mais aussi post-Rodri. Et le jeu va trancher. Je pense qu'au-delà de tout, le jeu va trancher. Et comme il commençait déjà à trancher sur la première année de Pep, même si c'était pas réussi, tu voyais que dans le jeu, ok, on commençait à semer des graines. Et après, gros mercato pour City sur le deuxième été de Pep, avec notamment les renforts défensifs, etc. L'ossature qui vraiment change à ce moment-là. Mais ouais, je dirais ça. Et pour se différencier de Pep, peut-être commencer à créer un héritage de coupe avec plus de... un beau parcours en Champions. Alors là, oui, ce serait effectivement réussi. Je dois dire que Maresca me fait un petit peu flipper
le tempérament, le caractère, et pour moi pas un top 10 coach monde. Mais les bases, elles sont plus intéressantes que ce qu'on croit. Et je suis prudemment optimiste sur City. Je pense un top 3 Première Ligue, ça reste quand même un plancher. Je les vois pas challenger pour le titre en PL. Mais en Champions, à mon avis, ils peuvent faire quelque chose. Et ce Haaland, nouveau leader, peut-être le leader maintenant, le vrai absolu leader. En plus, Ruben est souvent blessé, etc. Ouais. Prudemment optimiste. Même si le Community Shield m'avait un peu fait flipper, c'était quand même ce gros Arsenal en face. Parlons un peu du Real. Le Real de José, quel kiff José qui revient à la Maison Blanche. Peut-être on peut commencer aussi par direct la même question. Qu'est-ce qu'une saison réussie pour eux? Parce que là, c'est très clair. Pour moi, c'est évident avec ce Real Madrid. Plus difficile à trancher pour City de Maresca. Évident pour ce Real. Qu'est-ce qu'une saison réussie? Gagner la Liga. Je veux dire, il n'y a aucun monde où le Real... peuvent gagner la Champions. Mais c'est important de gagner la Liga cette année. Si le Barça, parce que je vois pas l'Atleti être dans la danse, je les ai regardés aussi contre Villarreal hier, je vois pas l'Atleti être dans la danse. Donc si le Barça, j'ai pas encore vu contre Elche, je vais regarder ça cet après-midi, ça avait l'air assez impressionnant. Si le Barça regagne la Liga et qu'il la gagne 3 saisons d'affilée, c'est la première fois que le Barça fait un triplé comme ça. C'est la première fois qu'un club en Espagne fait un triplé, un back-to-back-to-back, depuis le Barça de Guardiola. Ça se produit pas si souvent que ça en Espagne. Et le Real peut pas permettre ça, et surtout le Real peut pas faire une 3e saison blanche d'affilée. Quand je dis saison blanche, c'est les titres qui se gagnent avec plus que 2 matchs. C'est Copa del Rey, Liga ou Champions. Aucune Copa del Rey, aucune Liga, aucune Champions. Dans quasiment tous les classicos, je crois 6 des 7 derniers battus par le Barça. Le rapport au Barça, il est primordial quand t'es le Real Madrid. On peut pas y échapper. Ça l'a toujours été pour le Real, et ça l'a toujours été pour Mourinho aussi. Même époque Inter, mais ensuite, quand il arrive au Real, son premier Classico en 2010, le Real prend une manita. La saison d'après, c'est la vengeance, c'est le Real à 100 points, c'est lui porté en héros, notamment par un très très jeune Rafa Varane, sympa. Et voilà. Mourinho, c'est le Real, et c'est donc, par extension, le Barça. C'est ces batailles avec Guardiola, sulfureuses, un peu sales par moments, et battre le Barça dans les matchs directs, dans les classicos, ou sur l'ensemble de la saison, pour gagner un ou plusieurs titres. Voilà, c'est Mourinho. Tu peux pas... Mourinho, il n'y a pas de question de transition. Mourinho, c'est pas pour de la reconstruction. Mourinho, c'est pour gagner. Donc, il faut gagner. Pour moi, il faut gagner la Liga. Ça, c'est la saison réussie du Real à minima. Ok, s'il gagne la Champions et qu'il termine 2e en Liga, tout sera pardonné. Mais il faut gagner un méga titre. Et il faut gagner un titre tout court. Déjà, ça, c'est une évidence. Et c'est nécessaire. Quels sont les leviers à activer pour ce Real? La même question que pour City. Je dirais quand même que défensivement, ils sont devenus meilleurs. Ibrahima Konaté, c'est pas Prime Konaté, mais c'est quand même un vrai renfort. Je suis curieux de voir sur le long terme la charnière avec Dean Huijsen. Rudiger, pour moi, cramé. Militao, je le dis depuis des années maintenant, c'est fini. C'est fini, à chaque fois il revient, il se blesse. Pour moi, c'est plus un joueur de foot. Raúl Asensio, pour moi, n'est pas un top 3 défenseur central du Real Madrid quand tu as vraiment un bon effectif. Ça doit être au mieux ta 4e option. Donc, Huijsen, Konaté, c'est quand même un renfort Konaté. Et Cucurella, j'adore. Très très bonne prise Cucurella, je vais dire une des meilleures du Real depuis longtemps. Dumfries, pour moi c'est mieux qu'Alexander Arnold. Je suis pas un grand fan d'Alexander Arnold, vous savez. Dumfries c'est mieux, même si défensivement faut voir, et notamment là contre l'Espagnol Barcelone, pour moi il est un des fautifs sur le but égalisateur. Mais oui, Cucurella, pour être vraiment le titulaire devant Carreras et qu'on oublie Mendy, Dumfries pour que ce soit mieux qu'Alexander Arnold. À mon avis, ça, la ligne de 4, elle s'est renforcée, et tu peux vraiment avoir une bonne ossature. Offensivement, les leviers à activer, bah, franchement, Kylian, j'ai trouvé très bon hier. C'était hier ou c'était avant-hier Real, c'était avant-hier, c'était samedi soir. Même s'il n'a pas marqué, même s'il a raté 2 grosses occasions, je l'ai trouvé dans la lignée de sa Coupe du Monde. Le dynamisme et cette capacité à transformer juste des ballons comme ça, une passe simple, je crois que c'était de Bernardo, transformer ça en occasion. Ouais, c'est dangereux. J'ai bien aimé la liaison avec Arda Güler, qui a été bon, qui est aussi un de ses leviers à activer. Et j'ai bien aimé la liaison avec Yann Diomandé, qui n'a pas fait une grande entrée, mais cette connexion pied droit de Yann Diomandé et Mbappé en pointe, ce jeu intérieur comme ça tranchant,
Ça a plutôt bien marché. Il y avait une passe, ça c'est la deuxième qui, d'ailleurs, Mbappé, même s'il marque pas, c'est quand même cette incursion-là en pleine surface entre trois qui amène le but de la victoire de Carlos Espi. Espi, d'ailleurs, qui est aussi un des leviers, le fameux Joselu Junior. Oui, il y a quelque chose à faire avec Espi, et je pense que ça va être, je vais en parler bientôt, mais je pense Espi, j'achèterai du stock Espi, parce qu'à mon avis, ça va être un des premiers boutons que Mourinho va activer, qui apparemment l'adore, déjeune avec lui, etc. Donc oui, Espi c'est bien aussi, franchement il y a de bonnes prises au Real. Jude, dans la lignée de sa Coupe du Monde, à mon avis, va être un monstre, encore une fois. J'aime bien prendre Bernardo Silva, aussi pour le vestiaire, même si la question de son positionnement, son placement, c'est une vraie interrogation, et oui, on va y revenir. Mais oui, honnêtement, le mercato du Real... est-ce qu'on pourrait voir un petit peu de Thiago Pittar, que j'avais bien aimé la saison dernière. Le mercato du Real, je dirais qu'il y a assez de matière, sauf à une zone, mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de matière pour Mourinho. Et il y a des leviers offensifs à activer pour être avoir une vraie force de frappe. Ça, c'est certain. La prise de Yan Diomandé pour équilibrer, parce que oui, il est droitier, mais il va très bien sur la droite, je trouve. Ok, il y a de la qualité. Peut-être Rodrigo va revenir de blessure aussi à un moment. Hendrick, il y a même plus de monde que ce qu'il faut sur le secteur offensif. Il y a peut-être des ventes à faire. Mais ok, il y a tout ça. Et il y a la troisième question. Et c'est la plus dure à poser, je pense, vu son apport historique au Real sur les dernières saisons. Le mec a quand même littéralement marqué un but vainqueur en finale de Champions contre Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça. Mais est-ce que le Real a fait une grosse erreur avec Vinicius? Est-ce que le Real a fait une énorme erreur en prolongeant Vinicius jusqu'en 2032? Il a fait une bonne Coupe du Monde, hein. On l'a dit, malgré l'élimination du Brésil, ça aurait été la bonne opportunité de tomber sur Vini. On l'a dit à chaque match, il était bon. Bonne Coupe du Monde de Vini avec le Brésil. Et c'est un talent créatif hors norme. Mais je crois qu'il fallait le vendre cet été. 6 ans de contrat supplémentaire donné. Vinicius 2032. Quand tu regardes son salaire, c'est désormais en fixe, à égalité avec Kylian Mbappé, 31 millions par an. 6 ans de plus de Vini, on est sûr de ça? Vinicius, il a 26 ans. Il a eu 26 ans en juillet. C'est un 2000. Et pour moi, il est déjà sur le déclin. Un joueur du profil de Vini, c'est normal qu'il soit sur le déclin, que 26 ans, 25, 26 ans, 24, 25, 26 ans, un ailier dynamique, hyper rapide, qui repose énormément sur l'explosivité, l'accélération, les premiers mètres. Bah ouais, le prime, c'est pas 28 ans. Le prime, c'est 23, 24, 25 ans. Et là, je pense qu'on va commencer à arriver sur la courbure, la pente descendante. Je crois qu'on l'a un peu vu contre l'Espagnol. C'est pas une leçon que je veux tirer d'un seul match. Mais en plus des problèmes d'animation offensive qui te posent, parce que il y a trop de monde, il y a trop de bouches à nourrir, il y a trop de joueurs héliocentriques, il y a trop de joueurs qui vivent avec ballon, qui veulent ballon dans les pieds. Et défensivement, le plafond qu'il met sur ton animation sans ballon, que ce soit en termes de pression, en matière de pression, mais aussi de repli défensif. Psychologiquement, l'instabilité qu'il met aussi dans tes matchs, en étant proche de disjoncter un petit peu à tout moment, les simulations, etc. Je crois pas aussi que le courant il va passer avec Mourinho, c'est ça. Tu vois, Vinicius plus Mourinho, l'équation pour moi, elle est déjà difficile à résoudre. Et du coup, 6 ans de contrat en plus, à ce niveau de salaire, pour moi, c'était une erreur de le prolonger. Et dans tous les mondes qui existent, le Vini, le meilleur Vini, peut-être ça la meilleure manière de poser la question, le meilleur Vini, est-ce que c'est l'actuel? Est-ce qu'il est devant nous? Ou est-ce qu'il est derrière nous? Évidemment, le meilleur Vini, il est derrière nous, non? Et en plus des problèmes collectifs qui sont posés avec le fait d'avoir autant de talents offensifs, mais pas beaucoup de qualité sur la structure sans ballon, est-ce que la fin du mandat Pérez, qui est pas proche de se terminer s'il va jusqu'au bout de son mandat, mais ce qui ressemble au dernier chapitre de l'ère Flo Pérez, et je l'espère pour le Real Madrid, est-ce que ce sera pas ça la question centrale de la fin de cette ère? Ce qui a amené finalement au downfall? Vini plutôt qu'Audrey. Parce que si cet été, tu réussis à vendre Vini,
pour les 100 et quelques millions, et qu'à la place, tu prends Rodri, ne me dites pas que l'équipe n'est pas meilleure. Ne me dites pas que l'équipe n'est pas substantiellement meilleure. Et est-ce que c'est pas un peu comme la grosse erreur Claude Makelele à l'époque de Flo Pérez, dans les premiers Galactiques? Makelele versus Beckham. Une couche d'or sur la voiture en plus, une couche de peinture dorée sur la voiture, mais tu perds le moteur. Et ce Real Madrid qui a jamais remplacé Kroos, a jamais vraiment remplacé ce qui était, oui, on a beaucoup parlé du Real de la BBC, à raison, mais le Real de cette époque, pour moi, c'est aussi beaucoup Casemiro, Kroos, Modric. Et aucune de ces pièces-là a été véritablement remplacée. Tchouaméni, Camavinga n'ont pas vraiment été à la hauteur, et quand je regarde le mercato du coup qui a été fait, pour moi, c'est bien d'avoir pris Espi, oui. C'est un renfort par rapport à Gonzalo Garcia sur le profil. Et tu avais besoin de ce nouveau Rossellou. C'est bien d'avoir pris Bernardo Silva. J'aime beaucoup pour beaucoup de raisons. Et je pense que c'est mieux qu'un très très jeune Mastantuono, par exemple. Mais en plus de ça, 125 millions posés sur Yann Diomandé, que j'aime beaucoup à la base. Mes appartements Yann Diomandé, là, c'est bon. Bientôt, je les vends parce que je pense que ça ne peut pas monter plus haut que ça. C'est un bon moment pour les vendre. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'on accumule du stock immobilier à Yann Diomandé. Donc, j'adore le mec. Ok, c'est un renfort offensif en plus. Et retour d'Hendrick. À un moment, Rodrigo va revenir de blessure. Il y a toujours Brahim Diaz. C'était le moment pour vendre Vini. Et je pense que ce problème, l'effectif du Real, le problème fondamental, à la fin on dira, c'est qu'il penchait quand même trop vers l'avant. Et malgré le fait que tu sois renforcé sur la dernière ligne, la ligne défensive, il n'y a pas assez de consistance au milieu. Quand j'ai vu hier Bernardo Valverde comme double pivot de ce premier match de Liga, José Mourinho, je me suis rappelé en 2010, Thiago Motta, Esteban Cambiasso, sous Snyder. Sous Snyder 2010, c'était pas mal. Je pense qu'il va y avoir un problème pour les Real dans cette zone. Et ouais, je pense que si tu vendais un des mecs du secteur offensif, et s'il fallait en vendre un, pour moi, c'est pas Bellingham, c'est pas Mbappé, ça aurait été Vini. Et tu prends Rodri à la place. Combien de problèmes est-ce que tu viens de résoudre? C'est à mon avis, on le verra comme une question centrale non résolue au bout, et on le verra comme un des cœurs du problème du Real dans quelques mois. À la fin, la dernière question à se poser, c'est quand même une question clé, non? Est-ce que José Mourinho sera à la hauteur? Et je crois que là, ma réponse, malheureusement, c'est un grand non. Je crois que je ne vois pas Mourinho en 2026-2027 capable de bâtir une équipe à 95 points. Je crois que, il faut pas se mentir, tu prends pas le meilleur José Mourinho en fait. Je pense que rivaliser en Ligue des Champions contre les machines hyper sophistiquées que sont devenus les meilleurs clubs, quand je pense au Barça africain très déséquilibré, je pense prenable dans certaines configurations, mais quand je pense à Arsenal, quand je pense au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, comment est-ce que ce Real de José Mourinho, comment est-ce que José Mourinho, lui, est capable de trouver la réponse? Je pense que l'implosion est beaucoup plus probable que le succès. Et je pense que le fait qu'il soit devenu l'entraîneur du Real Madrid en 2026 dit beaucoup de choses sur l'état du Real actuellement et le fait que le capitaine vraiment à la barre, qui navigue, qui gouverne, Flo Pérez, ouais, comme j'ai dit il y a quelques mois, on n'est pas loin de la sénilité, et je pense que c'est la fin, et ça aurait dû être la fin déjà il y a quelques années. Donc Mourinho pour moi, à la fin, ça reste un coach historique, légendaire du 21e siècle, magnifique. On a parlé de son Inter il y a quelques mois quand on faisait cette vidéo, son Real à 100 points sur la 2e année qui bat Pep, et le Mourinho du début en première ligue à Chelsea, il y a tellement de bonnes itérations le Mourinho de Porto, il y a tellement de bonnes itérations de Mourinho, il a tellement marqué son époque, mais là actuellement c'est un coach qui vient d'être viré par le Fener il y a 1 an, et qui, avant ça, a été viré par la Roma, et qui, saison dernière, n'a pas qualifié Benfica pour la Champions. Je veux dire, faut pas se mentir, c'est ça le Mourinho actuel, de 60 ans et quelques, 63 ans, je crois, pour José. Et je l'adore sur le papier, et je suis trop content, en vrai, fondamentalement, je pense, qu'il vienne au Real, parce que si ça marche, ce serait énorme, non? Retrouver quelque chose qui ne serait-ce que s'approche de nos classicos des années 2010,
J'espère que ça marche. Et je suis pessimiste quand même. Et je pense qu'il y a les problèmes absolus fondamentaux, on va dire, du Real Madrid, la structure défensive, la modernité tactique et l'entrejeu. Je crois pas qu'ils ont été abordés sur ce mercato et ils auraient dû l'être. Donc voilà à la fin où j'en viens sur le Real. Et on verra. C'est la saison qui s'ouvre, la saison 2026-2027. J'espère que ce format un petit peu plus libre, comme ça, un peu freestyle, vous a plu. Et ouais, je pense la prochaine fois, Barça-Chelsea, ça peut être sympa. Je fais de moins en moins de notes détaillées et de plus en plus, genre comme ça, quelques bullet points rapides et comme ça, on peut parler plus, je sais pas, plus librement. J'aime bien, c'était un bon enregistrement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous aussi, à regarder la vidéo. Donc de plus en plus aussi, je vis ces petites durées podcast, comme ça, je sais que à la salle de sport, en faisant les courses, en faisant le ménage, etc., ça fait, vous avez de la matière pour lancer la semaine, je trouve, c'est important en plus. Donc voilà, je me tais, je vais publier ça, regardez le Barça contre Elche, commencer à travailler là-dessus, il y a Chelsea qui joue ce soir, je vais regarder. La saison 2026-2027 reprend très fort, il va y avoir max de vidéos, j'ai plein de nouveaux formats en tête, etc. Donc trop content les amis. Passez une très très bonne semaine. J'espère que Real City ça vous a plu. Rendez-vous très vite pour Barça Chelsea. Prenez soin de vous. Bonne semaine à vous. Et on se dit à bientôt. Bisous.